Le 2 novembre, dit Pieri, le vent s'est rafraîchi issu d'une tempête en provenance du nord-ouest, a baissé le thermomètre avant minuit de 5 degrés, tandis que, un accroissement du vent sur Melville Island était généralement accompagné par une hausse simultanée de la température. Cela ne pourrait-il, demande-t-il, être occasionné par le vent revenant de la haute mer, en suivant la direction d'où il souffle? Et cela ne tend-il pas à confirmer l'idée qu'auprès du pôle existe une haute mer? Nous admîmes tous les deux, franchement, avoir très faim et immédiatement, j'ai préparé un repas substantiel grâce à notre garde-manger bien pourvu. Après que nous nous soyons copieusement restaurés, j'ai dit à mon père que je sentais venir le sommeil et que j'allais m'endormir. Très bien, m'a-t-il répondu, je monterai la garde. Je n'ai aucune façon de déterminer combien de temps j'ai dormi, je sais seulement que j'ai été brutalement éveillé par les secousses épouvantables du sloop. Je fus surpris alors de découvrir que mon père dormait profondément. Je hurlai pour le réveiller et il se mit rapidement debout. En effet, s'il n'avait pas saisi immédiatement le bastingage, il aurait certainement été projeté dans les vagues bouillonnantes. Une tempête de neige féroce faisait rage. Le vent était directement sur l'arrière, poussant notre sloop à une vitesse énorme et menaçant à chaque moment de nous renverser. Il n'y avait pas de temps à perdre, les voiles devaient être affalées immédiatement. Notre bateau se tordait dans des convulsions. Quelques icebergs que nous connaissions, nous côtoyaient de part et d'autre, et heureusement un canal s'ouvrait à nous directement vers le nord. Mais en sera-t-il ainsi longtemps? Devant nous, ceinturant l'horizon de gauche à droite, s'étalait un vaporeux brouillard ou une brume, parfois noir comme la nuit égyptienne au bord de l'eau et parfois blanc comme un haut nuage de vapeur, que l'on perd finalement de vue alors qu'il se confond avec les grands flocons blancs de neige tombante. Il n'y avait aucun moyen de déterminer s'il couvrait un traître d'iceberg, ou quelque autre obstacle caché contre lequel notre petit sloop se briserait en nous précipitant dans une tombe liquide, ou s'il était simplement la manifestation d'un brouillard arctique. Hall écrit dans son œuvre, du sommet de Providence Berg, on a vu un brouillard sombre au nord, indiquant la présence d'eau. À 10h03 des hommes, Kruger, Nindemann et Hobby, sont allés au cap Lupton vérifier si la présence d'eau libre s'avérait possible. À leur retour, ils ont annoncé la découverte de plusieurs espaces libres et beaucoup de glace récente, pas plus vieille d'un jour, et si fine qu'elle était facilement brisée par des projections de glaçons. Par quel miracle avons-nous échappé à une suprême destruction, je ne saurais le dire. Je me souviens, notre petite embarcation a grincé et a gémi, comme si ses joints se cassaient. Elle a balancé et chancelé, en avant et en arrière comme si elle avait été saisie par quelque féroce courant sous-marin tourbillonnant ou quelque vortex. Heureusement, notre boussole avait été fixée par de longues vis à une traverse. La plupart de nos provisions, cependant, furent éjectées et expulsées du pont des marchandises et si nous n'avions pas pris la précaution dès le début même, de nous attacher fermement au mât du sloop, nous aurions été balayés dans les flots déchaînés. Au-dessus du tumulte assourdissant des vagues qui faisaient rage, j'ai entendu la voix de mon père disant « Sois courageux, mon fils », puis il a hurlé Odin est le dieu des eaux, le compagnon du courageux et il est avec nous, n'aie pas peur. À moi il semblait n'exister pour nous aucun moyen d'échapper à une mort horrible. Le petit sloop fendait l'eau, la neige tombait si abondamment qu'elle nous aveuglait littéralement et les vagues talonnaient de leur blanche écume avec une infatigable fureur. Nous ne pouvions dire à quel instant nous allions être précipités contre un quelconque bloc de glace à la dérive. L'énorme houle nous soulevait jusqu'au sommet même de colossales vagues puis, nous précipitait dans les profondeurs de leur creux comme si notre sloop de pêche était une coquille fragile. Des vagues gigantesques d'une blancheur inimaginable, se dressaient comme les murs véritables, d'une clôture, de l'avant à l'arrière. Cette épouvantable épreuve exaspérante, par ses innommables horreurs en forme de suspense et d'indescriptible agonisante peur, dura plus de 3 heures et pendant tout ce temps ce fut la fuite en avant à grande vitesse. Alors soudainement, comme s'il s'était lassé de ses efforts frénétiques, le vent commença à diminuer sa fureur et puis il disparut progressivement. Finalement ce fut le calme parfait.
Le brouillard avait lui aussi disparu et en avant nous s'étendait un couloir sans glace, peut-être 10 ou 15 milles de largeur, avec quelques icebergs loin à notre droite et un archipel clairsemé de plus petits sur notre gauche. J'observais attentivement mon père, en décidant de rester silencieux, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Sur le moment, il déliait la corde de sa taille et, sans dire un mot, il a commencé à faire travailler les pompes, qui ne furent pas heureusement endommagées, allégeant le sloop de l'eau qu'il avait accumulée dans la tempête en furie. Il a largué les voiles du sloop aussi calmement qu'il aurait lancé son filet de pêche et ensuite il fit remarquer que étions prêts, pour recevoir le vent favorable dès qu'il se lèverait. Son courage et sa constance étaient vraiment remarquables. Après inspection, nous avons constaté que le tiers de nos provisions était encore disponible, mais notre inquiétude fut très forte, quand nous avons découvert que nos tonneaux d'eau avaient été précipités par-dessus bord pendant les plongées violentes de notre bateau. 2 de nos tonneaux d'eau étaient dans la cale principale, mais tous les 2 étaient vides. Nous avions une suffisante provision d'alimentation, mais aucune eau douce. Je réalisai alors immédiatement le caractère effroyablement dramatique de la situation. Sur le moment, je fus saisi d'une soif dévorante. C'est en vérité très alarmant, a remarqué mon père. Cependant, faisons sécher nos vêtements débraillés, car nous sommes trempés jusqu'à l'os. Aie confiance au Dieu Odin, mon fils. Ne te désespère pas. Le soleil tapait par des rayons assez inclinés, comme si nous étions à une latitude plus au sud, au lieu d'être dans région très au nord. Il se balançait de ci de là, son orbite n'étant jamais visible et il montait plus en plus haut chaque jour, fréquemment couvert de brume, alors semblant regarder toujours fixement au travers du chapelet de nuages comme un œil inquiet du destin, gardien de la mystérieuse contrée du nord et observant jalousement les frasques humaines. Loin sur notre droite, les rayons ornant les prismes d'iceberg étaient magnifiques. Leurs réflexions émettaient des flashs de grenats, de diamants, de saphirs. Un panorama pyrotechnique de couleurs et de formes innombrables, tandis que ci-dessous, on pouvait voir la coloration verdâtre de la mer et ci-dessus, le ciel teinté de pourpre. Agartha, voyage à l'intérieur de la terre creuse, 3e partie. Au-delà du vent du nord, j'ai essayé d'oublier ma soif en m'évertuant à transbahuter de la cale quelques provisions et un récipient vide. En me penchant par-dessus la rampe latérale, j'ai rempli le récipient d'eau dans le but de me laver les mains et le visage. À ma stupéfaction, lorsque mes lèvres sont entrées en contact avec l'eau, elles n'étaient pas salées. La découverte me fit sursauter. Père ? Ai-je haleté, le souffle proprement coupé, l'eau, elle est douce. Que dis-tu là, Olaf ? A hurlé mon père, jetant un coup d'œil hâtivement autour. Tu te trompes sûrement, il n'y a aucune terre dans les environs, tu débloques, voyons. Mais goûte-moi cela. Ai-je crié ? Et ainsi nous avons fait la découverte que l'eau était en effet douce, tout à fait douce, sans le moindre goût salé, ni même un soupçon de saveur salée. Nous avons immédiatement rempli nos 2 derniers tonneaux d'eau et mon père a déclaré que c'était une faveur céleste venant des dieux Odin et Thor. Nous débordions de joie, mais la faim nous a vite ramenés à la réalité. Maintenant que nous avions trouvé de l'eau douce dans la haute mer, à quoi devrions-nous nous attendre encore, à cette latitude étrange où aucun bateau n'a jamais auparavant navigué et où l'on n'avait jamais entendu le plouf d'un aviron? Nous avions à présent une meilleure opportunité pour étudier cela, tel que nous le désirions. Ce phénomène se passe quand une couche superficielle d'eau douce surnage sur l'eau de mer salée et cette eau douce glisse avec le bateau sur la mer plus lourde du dessous, comme si cette mer constituait une couche fixe. La différence entre ces 2 couches liquides était dans ce cas si grande que tandis que nous avions de l'eau potable à la surface, l'eau que nous sommes arrivés à extraire du fond de la salle des machines était si salée qu'elle ne pouvait être employée pour la chaudière. Nous avions à peine apaisé notre faim, quand une brise a commencé à gonfler nos voiles inertes. Jetant un coup d'œil à la boussole, nous avons constaté que l'extrémité nord de l'aiguille pointait durement contre le verre en s'y appuyant. En réponse à ma surprise, mon père me dit, j'ai entendu parler de cela auparavant, c'est ce qu'on appelle l'élévation de la pointe nord de l'aiguille.
Nous avons desserré le socle de la boussole et l'avons tourné d'un angle droit par rapport à la surface de la mer avant que la pointe de son aiguille ne se libère du verre et que la gravitation agisse librement. Elle a bougé avec difficulté et a semblé aussi instable qu'un homme ivre, mais finalement s'est engagée dans une direction. Avant cela nous avons pensé que le vent nous portait vers le nord-nord-ouest, mais, avec l'aiguille libre, nous avons découvert, il pourrait se faire que nous naviguions légèrement par nord-nord-est. Nous n'avions jamais suivi la direction, plein nord. Nansen écrit sur l'inclinaison de l'aiguille. En parlant de Johnson, son aide, un jour, c'était le 24 novembre, il vint au dîner, un peu après 6 heures, tout à fait désemparé et a dit, il y a eu une inclinaison singulière de l'aiguille de 24 degrés. Et son extrémité du nord a remarquablement pointé vers l'est. Nous trouvons de nouveau dans le premier voyage de Peary, la chose suivante. Ils avaient observé qu'à partir du moment où ils étaient entrés dans le détroit de Lancaster, le mouvement de l'aiguille de la boussole était très lent et puis sa déviation a augmenté alors qu'ils progressaient vers l'ouest et qu'ils ont ainsi continué à le faire en descendant ce bras de mer. Ayant atteint la latitude de 73 degrés, ils ont été témoins pour la première fois du phénomène curieux de ce pouvoir rendant les mouvements de l'aiguille si faibles qu'ils sont complètement dépassés par l'attraction magnétique du bateau, si bien que l'on puisse maintenant dire que l'aiguille s'orientait vers le pôle magnétique nord du bateau. La mer était sereinement calme, avec à peine une maigre vague et le vent vif et grisant. Les rayons du soleil, en nous frappant de travers, nous fournissaient une douce chaleur. Et ainsi le temps s'écoula, jour après jour, et nous avons inscrit dans notre livre de bord, que nous avions navigué 11 jours depuis la tempête subie dans la haute mer. Bien qu'utilisées avec une stricte économie, nos provisions tenaient bon, mais cependant commençaient à s'épuiser. Entre-temps, un de nos tonneaux d'eau s'était épuisé et mon père dit, nous le remplirons de nouveau. Mais, nous avons constaté avec inquiétude que l'eau était maintenant aussi salée que dans la région des îles Lofoten de la côte de la Norvège. Cela a nécessité, de notre part, d'avoir une extrême vigilance, pour le tonneau restant. J'avais souvent une profonde envie de dormir, était-ce l'effet de l'expérience passionnante de navigation à voile dans des eaux inconnues, ou est-ce les conséquences de l'excitation terrible due à notre aventure dans la tempête essuyée, ou encore était-ce dû à mon désir de nourriture? Je ne pouvais le dire. Je m'étendais fréquemment sur la soute de notre petit sloop et j'observais très haut dans le ciel son dôme bleu, et, malgré le soleil qui brillait loin à l'est, je voyais toujours une seule étoile au-dessus de moi. Pendant plusieurs jours, quand j'ai scruté cette étoile, elle était toujours là directement au-dessus de nous. Autant qu'on s'en souvienne, c'était le 1er août. Le soleil, haut dans le ciel, était si brillant que je ne pouvais plus voir l'étoile solitaire qui avait attiré mon attention quelques jours plus tôt. Un de ces jours, mon père m'a fait sursauter en attirant mon attention sur un nouveau spectacle qui se présentait loin devant nous, presque à l'horizon. C'est un soleil factice, a hurlé mon père. J'ai déjà lu cela quelque part, ce phénomène est considéré comme un reflet ou un mirage. Il s'évanouira bientôt. Mais ce faux soleil rouge pâle, comme nous l'avions imaginé, ne s'est pas évanoui durant plusieurs heures, et alors que nous ignorions comment il pouvait émettre ces rayons de lumière, il y avait toujours un moment où en balayant l'horizon, nous pouvions apercevoir la brillance de ce prétendu faux soleil pendant une période d'au moins 12 heures sur 24. Des nuages et des brumes de temps en temps, pouvaient presque cacher son emplacement mais jamais entièrement. Progressivement, il a semblé s'élever plus haut, au-dessus de l'horizon du ciel d'un mauve pâle alors que nous avancions. On pourrait à peine dire qu'il s'apparentait à notre Soleil, si ce n'était sa forme circulaire et quand, non obscurci par des nuages ou les brumes océaniques, il prenait la coloration d'un rouge brumeux, une apparence hâlée qui passait à une lumière blanche comme un nuage lumineux, reflétant une lueur venant d'ailleurs. Nous nous sommes finalement mis d'accord, en discutant, que, quelle que soit la raison du phénomène, ce soleil brumeux et chatoyant, n'était pas une réflexion de notre soleil, mais bien une planète, en quelque sorte une réalité. Nansen dit, dans son livre, aujourd'hui une autre chose remarquable est arrivée, qui était qu'environ midi nous avons vu le soleil, ou pour être plus correct, une image du soleil, car il ne pouvait qu'être qu'un mirage.
Une impression particulière a été produite par la vue de ce feu rayonnant qui brillait juste au-dessus du bord le plus éloigné de la glace. Selon les descriptions enthousiastes données par beaucoup de voyageurs arctiques de la première apparition de ce dieu de vie après la longue nuit d'hiver, cela laisse une impression de radieuse excitation, mais il n'en fut pas ainsi pour moi. Nous ne nous attendions pas à le voir pendant des jours, si bien que mon sentiment fut plutôt teinté d'amertume et de déception, car nous avons pensé avoir dérivé beaucoup plus vers le sud. Donc ce fut avec plaisir que j'ai bientôt découvert que cela ne pouvait pas être le soleil lui-même. Le mirage était d'abord un rayon aplati rougeoyant de feu sur l'horizon, puis plus tard il y eut deux bandes, l'une au-dessus de l'autre, séparées par un espace sombre. Et du sommet principal je pouvais voir 4, ou même 5, lignes si horizontales directement l'une sur l'autre, toutes d'égale longueur, comme si on avait affaire à un soleil carré, d'un rouge pâle, avec des rayons sombres horizontaux en travers. Un jour, aussitôt après cela, je me suis senti extrêmement somnolent et suis tombé dans un sommeil réparateur. Mais il m'a semblé que je fus presque immédiatement réveillé par la secousse vigoureuse de mon épaule par mon père qui criait: Olaf, réveille-toi, il y a une terre en vue.